Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous recevons cette semaine dans Ousguardou Jean-Nicolas Antoniotti, bonjour. Bonjour Maria. Militant culturel, associatif, militant environnemental aussi, élu à la CAPA. Oui. Aussi, plusieurs casquettes. On va parler de beaucoup de sujets qui concernent justement l'environnement et notamment un sujet qui préoccupe beaucoup en ce moment, c'est la pollution en mer, alors que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau, à travers les retombées aussi dans l'air de ces fameux bateaux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les compagnies qui ont dit vouloir s'engager dans une certaine démarche constructive pour réduire ces émissions, donc de produits polluants dans l'air autour des ports. Vous en êtes convaincu ou pas ? Alors, que des compagnies essayent de faire des efforts ou de montrer qu'elles font des efforts, c'est évident. Par contre, le problème est entier, parce que la pollution des navires, il faut le savoir, c'est plus de la moitié de la pollution émise autour de la Terre est maritime, d'origine maritime. Alors, effectivement, ça pose un gros problème, puisque les bateaux naviguent au fioul lourd, on l'a vu avec le bateau qui a coulé avant-hier, sa cargaison de fioul est en train de se répandre et atteindre les côtes françaises. Il y a effectivement un problème au-delà de la pollution aérienne, de la pollution de l'atmosphère, il y a aussi un problème de pollution du milieu marin. Et je dirais que la Méditerranée n'est pas épargnée. Et à ce titre-là, il faudrait que les élus poussent un petit peu les revendications qui ont été mises en Corse, mais autour de la Méditerranée occidentale aussi. Je parle de Toulon, de Marseille, de Nice, où dans les ports, les gens en ont marre de la pollution des navires et montent au créneau pour demander, notamment, et c'est le point principal, le classement de la Méditerranée en zone CK. Alors, cette fameuse zone CK, effectivement, dont on entend beaucoup parler, qu'est-ce que ça implique ? Alors, une zone CK, il y en a 2, 3 en Europe et une en Amérique du Nord. C'est une zone dans laquelle les navires sont obligés de naviguer en utilisant un fioul à teneur en soufre réduite. Et qui dit teneur en soufre réduite ou teneur en ox réduite, c'est beaucoup moins de pollution, et notamment un fioul plus raffiné. Et on a le cas en mer du Nord et en Baltique, et au nord de l'Amérique, la partie atlantique, côté Amérique et États-Unis. Il y a cette zone d'exclusion des navires qui sont trop polluants. On en arrive dans ces zones, les armateurs arrivent finalement à franchir le pas et à passer soit au mixte, à l'électrique, soit au gaz naturel. Donc on a une pollution qui est beaucoup moindre, on n'a plus toutes les pollutions particulières, c'est celle qui pose problème aujourd'hui. C'est une pollution qui est identique à celle du diesel, même plus forte, puisque c'est du diesel fioul lourd, et qu'il y a des produits polluants qui sont les microparticules, de très petite taille, donc pas les PM10 qu'on mesure à Ajaccio, mais les PM2,5 que nous demandons... Et qu'on ne mesure toujours pas. Qu'elles soient mesurées, on commence à les mesurer, mais c'est très difficile parce que la réglementation française, en fait, n'impose pas qu'on les mesure. Et donc, ce n'est qu'à la lueur de la prise de conscience qu'on a actuellement sur la dangerosité de ces pollutions et la reconnaissance de leur impact bien plus important que ce qu'on pensait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pensait qu'elles faisaient 42 000 morts, 24 000 morts en France. En fait, on se rend compte qu'on est plus proche de 60 000. Et dans le monde entier de 3 millions de morts que ce qu'on pense. Il y a un vrai risque avec ces micro-particules, on va dire. On connaissait les risques pour toutes les maladies bronchiques. Aujourd'hui, on annonce aussi des maladies cardiovasculaires avec ça. Tout à fait. Les médecins tirent la sonnette d'alarme là-dessus depuis un moment. Notre ami sauveur Merling, il le dit assez souvent. Les microparticules colonisent les bronches, arrivent à rentrer au plus près des bronches. Et donc causer des dégâts dans le système respiratoire, dans l'appareil, le système cardiaque aussi. Et il y a aussi des conséquences mutagènes, parce que ces particules qui sont chargées de métaux entraînent des changements dans nos organismes, des changements de gènes. Après, tout le monde connaît effectivement les toux asthmatiformes, les bronchiolites, dont sont victimes les enfants, même les nourrissons, et qui les amènent souvent chez les pédiatres et qui les entraînent ensuite au clapping. C'est-à-dire qu'il faut leur purger les poumons parce que
cette pollution est ressentie même en Corse. Donc on a beaucoup de victimes de cette pollution-là. On parlait de cette zone SECA, donc, qui est réclamée notamment par les députés en Corse. Les compagnies maritimes qui semblent aussi vouloir ça, mais il va falloir un consensus un peu plus large et puis que tout le monde mette la main à la poche parce que c'est pas évident d'aménager des navires, de faire tout un tas de choses pour que cette zone, pour que les navires qui circulent actuellement en Corse puissent circuler dans cette zone SECA. Oui, tout à fait. Il faut effectivement prendre des mesures. Il faut quand même remarquer que dans les périmètres maritimes où ces mesures sont en application, donc la mer du Nord, la Baltique, l'Amérique du Nord, pour la partie atlantique, le changement s'est fait sans qu'on ait connaissance de grandes douleurs. Donc l'évolution s'est faite. C'est donc possible. Il n'y a pas eu de faillite d'armateurs. On n'en a pas entendu parler. Donc je pense que c'est aussi possible autour de la Méditerranée. Alors il y a quelques tiraillements au niveau de la Méditerranée orientale parce que les Grecs, les Maltais, qui sont des amateurs de navires qui voyagent avec peu de sécurité et peu de contrôle, en fait, freinent les deux pieds. Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir ces mesures applicables en Méditerranée occidentale, comme c'est le cas aux États-Unis, puisque les États-Unis ont une façade maritime qui est protégée, alors que l'autre côté de l'Atlantique, la façade française n'est pas protégée. Il n'y a que la mer du Nord qui est protégée, qui bénéficie de ces mesures. Donc on sait très bien sur un même plan d'eau faire des mesures d'un côté ou de l'autre et les appliquer de façon différenciée. Donc je pense qu'il est possible en Méditerranée d'appliquer ces mesures sur la Méditerranée occidentale et par la suite, je suppose que les pays du Sud suivront parce que c'est une nécessité et que la pollution elle fait le tour de la Terre, donc elle fera de tous les côtés. Par rapport à cette catastrophe écologique qui s'est déroulée la semaine dernière aussi avec ce navire dont on ne connaît pas encore forcément toutes les conséquences de cet accident de ce navire, est-ce que vous pensez qu'il faudrait une réglementation plus stricte mais au niveau mondial et pas individuellement par individuellement ? La réglementation mondiale, en fait, c'est l'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale qui fixe les règles d'évolution des navires sur toutes les mers. Donc en fait, l'autorité supérieure qu'il va falloir solliciter, c'est l'OMI. Et c'est elle qui peut effectivement imposer, bien sûr, en ayant plus ou moins l'assentiment des armateurs, puisque c'est eux qui sont fonds de commerce, imposer de nouvelles règles d'évolution, et notamment que les navires ne soient plus au fioul lourd. Alors la solution, elle n'est pas évidente parce qu'il y a un différentiel de coût au niveau de la navigation, ça va coûter plus cher. Par contre, c'est un passage obligatoire puisque cette pollution ne peut que grandir. L'essentiel de nos produits arrive par la mer, même en France. Alors le lien, forcément, le fioul lourd, on le fait avec la PPI en Corse, les centrales d'alimentation électrique. On n'est pas encore sûr qu'il y ait le gaz, loin de là. Le fioul léger aussi transitoire, on n'en est pas encore sûr. Aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux de la PPI qui avait été actée par le gouvernement. Alors effectivement, oui, le gouvernement revient ou fait des manœuvres pour revenir sur la PPI. Et particulièrement, vous avez raison de le dire, sur la procédure de dialogue concurrentiel qui est engagée, qui a été lancée de l'époque de Ségolène Royal. C'est elle qui a initié ça en disant la Corse aura des centrales qui démarreront, notamment celle d'Ajaccio en 2023, directement au gaz. Donc il y avait cet impératif qui avait été fixé par la ministre, cet objectif, et une procédure qui avait été lancée et qui aurait dû donner ses résultats l'an dernier, au mois de mai. Donc force est de constater qu'un an après, pratiquement, puisqu'on n'est pas loin du mois de mai, cette procédure organisée par le ministère, lancée par le ministère, n'a pas donné ses résultats. On se demande pourquoi. Enfin, on ne se demande pas pourquoi, on le sait. Du côté de l'État, on a cherché des prétextes sur le nombre de terrains à traverser, s'il fallait faire un gazoduc. Donc on est parti de 3 à 5 000, puis on a fini par dire que, c'est la préfète qui l'a dit, qu'il y en avait presque 10 000. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y en avait à peu près 1750. Et puis, maintenant que les choses ont été à peu près approchées, on sait que des terrains ou des propriétés qui vont poser problème, c'est peut-être 10% de ces chiffres-là, donc c'est à peu près dans les 150 propriétés qui vont véritablement poser un problème. Donc la tâche n'est pas si énorme, même pour les organismes qui sont chargés de mettre en œuvre l'évolution de la propriété sur le périmètre. Je pense notamment au GIRTEC, qui était chargé de faire cette reconnaissance et de voir ce qui était possible de faire au niveau du passage de ce gazoduc. François de Rugy n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, et notamment sur la mise en place de ce gazoduc. Il
il y a d'autres problèmes qui semblent se greffer. Alors François de Rugy dit tout à fait comme son prédécesseur dans ce ministère, il dit que finalement il y a une solution qui est plus intéressante, c'est en fait au lieu d'avoir une barge à Louchane et un gazoduc de 200 km, c'est de faire deux barges. Et François de Rugy dit, ben oui, c'est possible avec une barge en béton, qui serait lestée et qui reposerait dans un endroit en mer. Alors, ce mouton à 5 pattes, nous, on a fait notre enquête et on a regardé ce qui existait de par le monde. Et alors, il y a un exemple en Méditerranée, dans l'Adriatique particulièrement, il y a une barge comme ça qui existe. Alors cette barge-là, en plus c'est très intéressant parce qu'elle a exactement le même dimensionnement que l'infrastructure qu'il faudrait pour nourrir deux centrales de Corse, c'est-à-dire qu'il faudra alors amener 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Et bien, cette barge qu'on a trouvée en Adriatique, elle a la même capacité gazière au départ. Il a fallu 12 ans pour la réaliser. Et elle a coûté 2 milliards d'euros. Alors, M. de Rugy, qui dit qu'on va remplacer un moyen qui vaut entre 450, suivant les estimations, 450 millions d'euros, et 1 milliard d'euros, parce qu'il y a un peu d'inflation dans les dires des uns et des autres, qu'on va remplacer un moyen entre 450 millions d'euros et 1 million d'euros par une barge, seulement pour Ajaccio, qui vaut 2 milliards d'euros, je ne sais pas où voit l'économie, mais à mon avis, on ne va pas dans le bon sens. Donc il va falloir qu'ils revoient leur copie. L'exécutif de Corse qui a rencontré justement François de Rugy sur ce dossier-là, les députés qui se sont aussi prononcés, ils vous ont consulté? Vous avez mené un travail de concert avec eux? Oui, on a discuté avec les députés, on a discuté notamment, on a parlé de la zone CK, on a parlé de zone CK, puisqu'on avait saisi le président du CRPM, la conférence des régions périphériques maritimes, pour lui dire qu'en Corse, en Méditerranée, on souhaitait une zone CK. Et effectivement, elle a aussi abordé ces questions, comme elle a pu les aborder avec l'exécutif qu'on a rencontré au niveau des centrales, pour leur dire que les pistes qui étaient proposées actuellement par le ministre de l'énergie et de l'écologie étaient des pistes qui étaient sans suite, puisqu'on connaît déjà l'importance du coût des alternatives qui sont proposées, qui ne sont pas en fait de vraies alternatives. Alors la vérité, c'est que... C'est une manière de biaiser, selon vous? C'est tout à fait une manière de biaiser, oui. On a biaisé sur la difficulté foncière, on biaise sur une solution alternative qui c'est le miroir aux alouettes, il n'y a rien derrière, on voit bien que ça va coûter très cher et que ce n'est pas réalisable. Et surtout, il y a une PPI qui a été signée, qui est applicable, qui a été signée à deux mains, puisque l'État l'a signée en même temps que la collectivité de Corse. Et cette procédure doit aller à son terme et on doit rendre des conclusions. On parle aujourd'hui des Gilets jaunes et de cette précarité grandissante en Corse, notamment ces Gilets jaunes, ce mouvement populaire que vous aviez vu venir, que vous aviez senti venir. Mais oui, on sent depuis plusieurs années qu'il y a de la précarité à plusieurs niveaux. Il y a une précarité déjà, je dirais, énergétique, mais elle a une traduction très sociale, puisqu'elle va de pair avec une précarité économique des ménages. Alors effectivement, le mouvement des Gilets jaunes a eu l'avantage de faire sortir des dossiers en Corse qui étaient connus, mais qui n'avaient pas été vraiment présentés au grand public. Il y a une grande précarité, on l'a vu, on se rend même compte qu'il y a une invisibilité sociale de la précarité, puisqu'il y a des gens qui, étant juste au-dessus des minima sociaux, finalement ne sont pas identifiés par la société ou par les pouvoirs publics comme des gens qui sont dans la précarité, mais ils sont juste au-dessus de ces seuils, et ceux-là sont invisibles socialement, mais par contre ils sont précaires. Donc pour une ville comme Ajaccio, je crois que ça touche la moitié de la population. Donc c'est quand même un chiffre assez inquiétant. Et effectivement, merci les Gilets jaunes, parce que sans leur démarche très intéressante, on n'aurait pas eu ces chiffres, on n'aurait pas eu conscience de ce qu'on soupçonnait, mais qui est quand même bien au-delà de ce qu'on pensait. On ne les a pas beaucoup vus, les Gilets jaunes, en Corse.
On les a entendus après coup, notamment avec la conférence sociale de la collectivité de Corse, où ils se sont manifestés, mais on ne les a pas beaucoup vus dans la rue ou de grosses manifestations. Tout à fait, oui. On a eu un phénomène un petit peu atténué, mais qui a même existé. Moi, j'avais presque peur à un moment donné qu'il n'y ait pas de vie des gilets jaunes en Corse, mais il y en a eu une petite, et elle continue d'exister, puisqu'il y a pas mal de radars qui sont encore obstrués, qui ne fonctionnent pas. Donc, malgré tout, ça tient, et il y a quand même des gens qui sont sur le terrain, qui se sont mobilisés, et il faut les remercier parce qu'ils ont servi à ouvrir les yeux des élus locaux qui finalement pensaient que peut-être la précarité, pour certains, c'était ailleurs, mais que ce n'était pas ici. C'est un mouvement qui naît donc justement de ce mouvement populaire, hors des structures syndicales aussi. Vous, ça vous convient ? Ou ça veut dire que les syndicats, à un moment donné, ils ont failli ? Oui, je pense que quelque part, il y a eu... les syndicats, on sait très bien qu'il y a un manque de syndicalisation dans le pays et que la syndicalisation des gens qui travaillent a beaucoup baissé. Donc ces structures-là, peut-être, ont été moins en moyen ou moins crédibles aux yeux du public pour porter des messages. Elles l'ont fait pourtant, il y a des syndicats qui portent des messages. Au plan social, encore, c'est quand même des gens associatifs qui ont porté ce message de précarité, de pauvreté. Et il y a des gens qui se sont manifestés, il y a des médecins, il y a des associations qui en ont parlé, mais qui n'ont peut-être pas été entendues. Si la rue a repris le dessus, finalement, on est dans une bonne dynamique. Il faut quand même remarquer qu'à cette occasion, le président Macron a réussi à mettre dans la rue, pas des jeunes, mais des vieux, des retraités. Et on a vu des gens qui étaient à la retraite, qui étaient précaires et qui finalement sont manifestés pour dire on est là, nous aussi on a mal. Et ça, finalement, c'est un grand exploit parce que personne n'avait jamais réussi à le faire et M. Macron a réussi à le faire. Il a réussi à les mettre dans la rue, un grand espoir pour qui d'ailleurs ? Oui, c'est un grand exploit pour et contre lui parce que finalement, à force de se moquer de la population, de dire qu'elle est niaise et bête et qu'il suffit qu'elle traverse la rue pour trouver ce qui lui manque, finalement, il a réussi à faire déborder le vase avec la goutte. L'exploit d'Emmanuel Macron, il a réussi à réunir toutes les générations dans la rue, à faire remonter un mécontentement qu'on sentait bouillir, mais qui ne s'était pas matérialisé. Tout à fait. Et j'allais presque dire, il était temps, et effectivement, ça remet un peu les pendules à l'heure sur la question sociale, parce qu'on est même à Ajaccio, dans des zones où on prêche le développement économique à tout crin, le libéralisme, et finalement, en marge de ça, il y a des gens, et dans la société, il y a des gens qui sont en marge de ça et qui échappent à tout ça et qui ne profitent pas de ce développement économique ça semble le Graal pour certains, mais ça laisse beaucoup de monde sur le côté. La réponse d'Emmanuel Macron, à savoir le grand débat national, on ne sait toujours pas d'ailleurs si le président de la République viendra ou pas en Corse. On le sait, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est sûr. Il ne viendra pas, il a déjà décliné. On nous a annoncé la date du 29, on ne nous a annoncé rien du tout. Non, il ne viendra pas. Il n'y a que Madame Corse qui est là aujourd'hui et qui fait un tour en Haute-Corse. Mais non, il ne viendra pas, il a décliné. Bon, on a eu l'habitude, malgré que ce grand débat public soit lancé, que l'État ne soit pas là au rendez-vous. Moi, je veux simplement vous citer, il y a quelques jours, il y a eu une réunion du Conseil énergétique, le Conseil de l'air, de l'énergie et du climat, qui a été décliné par la préfecture et par tous les services de l'État, alors que c'était un creuset où s'exprime normalement la démocratie, sur l'énergie, entre autres. Là, à cette occasion, alors qu'on est en plein débat public et qu'il faut se dire les choses, la préfète et ses services étaient absents. Quelle explication vous a-t-on donnée ? On attendait que M. de Rugy ait envoyé un premier courrier. Donc, tant que M. de Rugy n'avait pas envoyé un courrier, les services de l'État et la préfète, qui a un rôle éminent au niveau de la décentralisation, puisqu'elle occupe le principal, ne pouvaient pas siéger au Conseil de l'air, de l'énergie et du climat. Donc, Emmanuel Macron qui ne vient pas en Corse, il y a ce grand débat national qui se déroule, très peu de questionnaires qui ont été retournés. Oui. C'est un signe aussi. Alors, oui, prendre la plume, même si c'est informatiquement, c'est toujours difficile pour des gens qui n'ont pas forcément une capacité de s'exprimer. Néanmoins, il y a eu quand même des remontées qui sont assez parlantes sur le partage des richesses, sur la justice au niveau de l'impôt. Donc, il y a quand même des choses qui sont remontées et qui vont un petit peu à contresens de la politique qu'entendait mener le gouvernement.
Il y a des choses qui sont remontées, même si on a atténué la portée au niveau environnemental, c'est-à-dire qu'il y a un souci environnemental des Français en général, et qu'on retrouve en Corse aussi. Et donc, il y a quand même les préoccupations qui sont celles des Français, ne sont pas forcément les préoccupations très libérales du chef de l'État et de son équipe. Est-ce que vous pensez que ce qui va remonter de ce grand débat national et des questionnaires, ça servira in fine à quelque chose, ou vous êtes plutôt fataliste, défaitiste? Il y aura quelques inflexions, mais bon, Emmanuel Macron ne changera pas le cours de sa démarche. On l'a bien compris. On a déjà compris que dans un discours, l'autre jour, j'entendais qu'il disait les Français disent un jour une chose et un autre jour une autre chose. En fait, il nous donnait l'impression de dire qu'on ne savait pas trop bien ce qu'on voulait. Voilà. Donc, je pense qu'il en tirera des conclusions qui seront à la hauteur de son évaluation. Le fait que Emmanuel Macron ne vienne pas en Corse, ça signifie quoi pour vous? Ça signifie qu'on est dans la poursuite de l'absence de dialogue qui s'est mis en place, curieusement, alors que la violence était arrêtée, que les gens qui revendiquaient le pouvoir, ils sont arrivés démocratiquement, qu'ils ont donc abandonné la violence, et qu'il semble que tout ce refus de communication soit un peu de nature à remettre le feu. On se demande si c'est pas fait exprès, c'est non venu répété, et que si les premiers signes de retour au plasticage qu'on commence à voir, finalement ne font pas l'affaire d'Emmanuel Macron. On va parler de la préservation des espaces naturels, et notamment de ce qui se passe à la réserve de Scande, là, entre autres, avec des difficultés, avec des quotas qu'il faudrait mettre aussi en place, avec beaucoup de choses qui sont dites dans certaines micro-régions. On suppose que vous partagez évidemment ces inquiétudes. Mais tout à fait. On partage effectivement les inquiétudes par rapport à la surfréquentation touristique qu'on peut avoir et qui commence à poser quelques problèmes au niveau du maintien de la biodiversité en Corse. Effectivement, à Scande, là, il y a une surfréquentation, il y a des navires qui rentrent dans les criques, il y a des gros bateaux qui s'approchent. Et entre autres, un des problèmes qu'on a pu constater, c'est qu'on a une gêne pour les balbuzards qui n'arrivent plus à nidifier et dans la population diminue considérablement. Et au point que il y a que ceux qui sont en charge de cette réserve ont lancé un cri d'alarme en disant il faut un peu lever le pied sur la fréquentation. Ça a valu des tags menaçants. C'est un peu regrettable que la population une partie de la population voie ces alertes, ces lanceurs d'alerte comme des gêneurs, parce qu'en fait, quand on aura vraiment tué la poule aux œufs d'or en surfréquentant les lieux, ils n'auront plus d'intérêt. Donc je pense qu'il fallait plutôt prendre l'invitation à réduire la fréquentation comme un argument qualitatif et pas comme un argument anti-qualitatif. On se rend bien compte qu'il y a deux modèles qui s'affrontent finalement. Et oui, on est d'un côté, effectivement, dans l'économie de marché, il faut faire des sous avec ce qu'on a de plus beau et l'offrir, quitte à le dégrader. Donc on voit ça non seulement en mer, mais aussi dans les sentiers, avec ces quads qui défilent dans les campagnes, qui démontent les Edias, Ediapad, et Richard et des Edias. On voit un dégât pas possible partout, parce qu'il faut faire de l'incentive, il faut que les gens aillent, il faut qu'ils s'éclatent, il faut qu'ils prennent des motos, il faut qu'ils prennent des jets, il faut qu'ils aillent très vite. Donc, et tout ça, il faut que ça rapporte un maximum. Alors ça va de la paillote à effectivement tous ces déplacements dans des lieux qui mériteraient d'être sanctuarisés et de ne plus être dérangés. Ces tags menaçants, on s'en souvient aussi, qui avaient quand même suscité pas mal de réactions, mais néanmoins ils étaient là. Oui, bien sûr, oui, c'est des tags menaçants, effectivement, et il y a effectivement un ingénieur qui s'occupe de la réserve et qui s'est permis de dire qu'il fallait pas abuser, qui a dit qu'il fallait arrêter de surfréquenter cette réserve, oui, effectivement. Oui, vous vouliez continuer? Oui, je voulais continuer, mais pour dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Lui dire que nous, on soutient la démarche de protection de ce site, effectivement.
et qu'il faudrait que la réponse la plus adaptée, même vis-à-vis des professionnels du tourisme, c'est qu'ils intègrent dans leur carnet de fréquentation de l'île le fait qu'il faut essayer de moins concentrer la population sur ces sites et peut-être la renvoyer un peu vers l'intérieur où l'économie a besoin d'être soutenue aussi et qu'on pourra donner du plaisir aux gens, les amener en montagne sans machine, sans moto, sans matériel et pour qu'ils puissent aller marcher dans les lieux et visiter les élevages, les bergeries. Il y a des choses magnifiques à voir. Il n'y a pas que le bord de mer. Une meilleure cohabitation, en fait, entre Une meilleure cohabitation, un meilleur partage des usages. On parle donc de cette préservation du milieu naturel et de ces fameuses paillotes aussi. On a vu pas mal d'élus aussi discuter d'une possible modification de cette loi littorale, aménagement de la loi littorale pour permettre à certaines installations de plage d'avoir une autre vie, un autre aménagement économique aussi du littoral. Est-ce que ça vous a choqué ? Pour une partie des élus, oui, parce qu'on a vu des comportements qui changeaient. On a vu les élus qui sont passés d'un bord à un autre. Bon, on comprend, derrière tout ça, il y a une activité économique, et les acteurs économiques, ce sont des électeurs, ils sont puissants, ils disent qu'ils portent l'économie et donc des ménages derrière eux. Alors oui, par contre, le domaine public maritime, c'est un domaine qui est imprescriptible. C'est pas nouveau, c'est depuis Richelieu. Et il existe des aménagements possibles, donc des AOT, des autorisations d'occupation temporaire de ce domaine, et qui permettent aux paillotiers de s'établir sur les plages, sous réserve que leurs installations soient démontables. Jusque-là, ça pouvait fonctionner. Il semble que cette possibilité ne suffit plus, que maintenant on voudrait faire des installations en dur. Mais malgré tout, on est sur un domaine public, il est imprescriptible, c'est le bien de tous, et il ne peut pas être durablement privatisé. Tous les Corses ont accès au littoral en toute saison. Il n'y a pas de raison que certains se l'accaparent et en fassent leur jardin secret, qui soit réservé aux touristes. C'est en fait une forme d'exclusion, même pour les Corses. Est-ce que le politique peut tout sacrifier à l'économie ? À mon sens, non. Parce qu'on voit bien que le modèle économique va dans le mur et que le tout profit a ses limites. On l'a vu avec les questions sociales. Et donc, je pense qu'il y a un compromis entre l'occupation du domaine public lui-même et un recul à quelques distances de ce domaine public, dans des zones qui sont peut-être moins proches du rivage, moins économiquement viables, mais on peut peut-être exploiter différemment, mais laisser tranquille le littoral et le laisser à l'ensemble de la population des Corses et des autres aussi d'ailleurs. On parlait des zones en tension du côté de Caen, les zones en tension aussi du côté de l'extrême sud, puisque c'est là où se sont portés tous les regards. Oui, tout à fait. Alors, on est dans des zones de forte pression démographique, touristique, des endroits qui fabriquent de l'exclusion, puisque les prix à l'acquisition des résidences sont de plus en plus élevés, et ça met beaucoup des nôtres dehors, et nos enfants dans ces zones-là ne peuvent plus acheter, ne peuvent plus se loger. Donc effectivement, de ce que devient la Corse maintenant par rapport au fait de cette pression économique, il est certain qu'il y a un modèle de société à revoir. Et effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait le bonheur des Corses en faisant du tourisme et en faisant de la construction à outrance ? Les exploitants de paillotes, ce sont souvent des Corses, hein ? Oui, bien sûr, oui, mais c'est quand même une économie qui ne rapporte pas à la majorité, donc c'est pas un profit pour toute la population. Et ça génère de l'exclusion pour une partie de la population quand même. Comment est-ce qu'on arrive, selon vous, à équilibrer tout ça ? On nous dit c'est l'avenir donc de ces paillotiers, c'est l'avenir de ces professions qui travaillent en bord de mer, qui travaillent au littoral, donc l'avenir de familles corses. Et de l'autre côté, ce sont des familles corses qui ne peuvent plus se loger à cause justement de cette flambée des prix. Ben voilà, il y a toujours une médaille et son revers. C'est-à-dire que ce qui fait du bien aux autres peut être nuisible à d'autres. Effectivement, il y a un compromis à trouver entre l'utilisation du milieu maritime qui est splendide en Corse, il faudrait qu'il le reste, et la possibilité pour tout le monde de pouvoir en jouir, en profiter.
Et ça passe par une négociation, mais on ne peut pas exiger que ce milieu soit sacrifié durablement et qu'il soit bétonisé pour le profit, effectivement, de quelques familles qui en vivent, mais ce n'est pas la collectivité. Mais une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On réglemente et on revient à des usages d'occupation temporaire, à des structures démontables, c'est ce que prévoit la loi, et ce qui aurait dû marcher et continuer à marcher. Je pense que maintenant on a monté le curseur en disant on veut du dur, on veut faire des résidences sur la plage, on n'est plus dans la même philosophie, on n'est plus dans le respect et le maintien de la biodiversité. Ça engagerait aussi une possible modification, aménagement de la loi littorale. Mais tout à fait. Tout à fait. Mais bon, on sait très bien que c'est le verrou, les paillots, c'est le verrou de la construction en dur dans d'autres communes qui le veulent fortement, qui veulent construire au bord de mer, et qui le disent à haute voix, pas seulement dans le Grand Sud, mais même la région de Cargèse ou de Piane. Donc on sait très bien que là, il y a un verrou, et on comprend que ce verrou, des politiques soient derrière pour essayer de le faire sauter, parce que ça servirait à une cause plus générale. Vous pensiez à la rencontre entre Aline Castellane et Emmanuel Macron, quand vous évoquez par la exemple, région de Cargèse ? Oui, je pense qu'on est dans ces sujets-là, et qu'on est de cette poussée-là. Donc déverrouiller d'un côté, ça déverrouillera de l'autre. On va parler aujourd'hui des relations entre la Corse et Paris. On les a un petit peu évoquées en début de semaine en disant que ces relations, finalement, elles étaient distendues. Il s'est rien passé de bien concluant sur ces derniers mois et ces dernières années, notamment depuis que la majorité nationaliste est arrivée à l'Assemblée de Corse. Tout à fait. Depuis que les conditions d'un dialogue serein sont réunies, mais il semble qu'il n'y ait plus de dialogue. Et depuis qu'on décentralise, il semble qu'en Corse, on recentralise d'autant plus, et qu'on ait un pôle très puissant localement. Madame la préfète est sur tous les terrains, on le voit bien, elle occupe l'espace. Et le dialogue s'arrête là. Bon, on a bien Madame Corse, mais on sent bien que ces allées et venues n'ont pas d'impact significatif sur l'évolution de la situation, et notamment sur les attentes des Corses. Est-ce que vous pensez que la majorité territoriale, justement, a joué les bonnes cartes sur les bons sujets, elle a avancé les bons pions ? Alors, les sujets, oui, sur les sujets qui sont les sujets associatifs que nous traitons habituellement, notamment l'énergie, je pense que oui, la position de l'exécutif a été bonne. Sur l'énergie, l'exécutif va dans le bon sens, il nous semble. Sur la question sociale, pour ce qui le concerne, il semble qu'on ait aussi bougé du côté de l'exécutif. Sur la question des navires, il y a eu des évolutions, même si on n'a pas emporté la victoire. Par contre, en face, il n'y a pas de réponse sur les questions qui sont posées. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que l'exécutif avançait encore comme sujet ? Bon, c'est le logement, là, on est dans ces sujets-là. Les paillotes, on en a parlé aussi. Il y a des positions qui sont mitigées là-dessus, puisque dans les deux cas, il y a des gens qui sont des partenaires de ces outils estivaux. Mais oui, le dialogue est fermé, il n'y a pas de discussion, alors qu'on est en plein débat, en plein dialogue national. Vous nous disiez une crainte, le retour à la violence clandestine. Oui, c'est une crainte qui avait été évoquée même de l'époque du regretté Edmond Simeoni, qui déjà commençait à dire, à voir que l'absence de dialogue risquait de relancer les vieux démons. Et il semble qu'on commence à le voir. En descendant tout à l'heure, j'ai vu des tags au bord de route qui refont leur apparition, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc il y a une partie je pense, de la jeunesse qui se désespère un peu de voir qu'il n'y a rien qui avance, et que malgré les procédures de dialogue et malgré le dépôt des armes, les choses n'avancent pas, au contraire. Ça arrange Paris, selon vous ? Moi, je pense que ça arrange Paris. Parce que si on trouve un moyen de dire qu'on ne peut pas discuter avec les Corses, le problème sera réglé. Les dossiers, et vous nous avez dit, donc l'exécutif a avancé les bons pions. Ils avancent assez vite, selon vous ? Non, justement, ça n'avance pas. Sur le domaine de l'énergie, vous voyez, on a voté une PPE, à demain, l'État les a votés, on n'arrive pas à l'appliquer. Et c'est Paris qui cherche les moyens de ne pas l'appliquer.
Ça, c'est le dossier, je dirais, qui est éminent. Alors, est-ce que Paris cherche à ne pas donner la satisfaction à l'exécutif nationaliste de réussir à avoir réglé le problème de l'énergie? On peut se le demander. On peut se demander si c'était une équipe macroniste qui était aux manettes à l'Assemblée, si le problème du gaz naturel ne serait pas déjà réglé. Voilà, c'est la bonne question qu'on peut se poser. Donc il y a vraiment un blocage qui a l'air tout lié à la couleur de ceux qui sont aux manettes. Idéologique. Idéologique, tout à fait. On parle de différentes thématiques et on parle ce matin on a parlé tout à l'heure des relations entre Corse et Paris, on va parler de la collectivité unique. Avec des remontées de mécontentement, notamment des personnels, notamment des infrastructures qui fonctionnent avec cette collectivité unique aussi. Ça n'avance pas assez vite, pas de manière assez concrète. Est-ce que vous partagez cela ou est-ce que vous vous dites finalement les élus ils sont là depuis 2 ans, 3 ans, ils ne peuvent pas tout résoudre? Alors, il faut déjà constater qu'effectivement, on observe quand même des lenteurs. Ne serait-ce que dans le mélange des structures et dans les résultats qu'elles arrivent à produire. On a réuni plusieurs structures dans une seule, une collectivité unique, et on peut constater quand même que ces services réunis, alors qu'ils fonctionnaient avant sous des commandes différents, une fois réunis, on a l'impression que pour certains, ils n'arrivent plus à fonctionner. Alors ça pose problème, parce que les structures qui fonctionnaient avant, même sous une même casquette, même réunies sous une même casquette, il n'y a pas de raison qu'elles ne fonctionnent pas. Donc, les choses se dénouent lentement, on a eu du mal à faire un organigramme des services. Il faut savoir quand même qu'en interne, il y a quand même des jeux de pouvoir au niveau des chefs de service, au niveau des services de cours, au niveau des agences qui se jouent, qui sont assez bloquants pour qu'il y ait un fonctionnement normal d'institutions qui voient le jour. Voilà, par exemple, on a vu certaines mises à pied déjà avant l'ancien exécutif, avant cet exécutif-là, de l'époque du président Jacob, des mises à pied de directeurs d'agences qui ont donné lieu à des actions en justice, à leur réintégration, parfois en double, au sein de ces agences, au niveau des directions. Il y a plusieurs cas, donc ça donne une idée de l'ambiance qu'il pouvait y avoir avant. Et effectivement, la chose n'est pas simple quand on a réuni tout le monde et en plus les services des conseils généraux. Il est certain que ces luttes de pouvoir à tous les niveaux perturbent le fonctionnement de l'institution et ne donnent pas les résultats qu'on pourrait attendre. Maintenant, il est évident que le challenge était élevé quand même. On savait qu'on n'allait pas dans la facilité. Et on savait que si c'était la tendance nationaliste qui était là au moment où on faisait cette grande réunion, elle n'aurait pas forcément de la facilité à le faire et qu'on allait lui mettre quelques bâtons dans les roues. Mais on le constate. Est-ce que la majorité actuelle était prête aussi? Est-ce qu'elle n'a pas mis finalement la charrue avant les bœufs? Oui, peut-être qu'on a accepté un défi qui était très important pour la Corse au niveau institutionnel. Qui aurait été très important et très, très élevé à relever, même pour quelle que soit la formation politique. Donc, est-ce que l'équipe au pouvoir était prête, assez prête ou pas prête? Je me demande s'il y avait quelqu'un encore, s'il y avait quelque appareillage politique qui était prêt à relever ce défi, parce que j'en vois pas beaucoup. Il y a eu beaucoup d'espoir avec ces élections et avec l'avènement de ce parti nationaliste, beaucoup d'espoir de la part des Corses, du secteur associatif aussi, des élus. Est-ce qu'aujourd'hui, cet espoir, il est déçu ou pas? Alors, non, on constate du retard. On peut pas se dire déjà déçu, parce qu'on savait que ce serait pas simple. L'espoir, c'est qu'on arrive à décoincer, mettre de l'huile là où il en faut. Et bon, on voit que l'exécutif s'y emploie. Il y a quand même quelques signes, même si les grands publics ne les perçoivent pas, de tentatives de redresser certains fonctionnements qui ont été déviants bien avant qu'ils arrivent aux manettes. On a pu le constater, quand on va dans les offices et quand on siège dans les offices, on voit des choses qui sont assez anormales. Ça va de l'utilisation de véhicules indus, de conditions de travail, de l'absence de hiérarchie. Et ce sont des choses qui ont des racines assez anciennes. Voilà, donc remettre de l'ordre dans tout ça, c'était pas évident.
Non, l'espoir n'est pas éteint, hein. On compte toujours sur notre exécutif pour essayer de tirer son épingle du jeu, et dans l'intérêt de la Corse, parce que malgré tout, c'est l'intérêt de la Corse qui est en jeu, que cet exécutif réussisse finalement à faire travailler tous ces services au profit des Corses, puisque c'est notre administration dans la Corse, et on en a besoin, et on a besoin qu'elle soit efficace, donc on y croit toujours. On va parler aujourd'hui du modèle touristique et du modèle économique pour la Corse. Est-ce que selon vous, c'est là que réside le vrai challenge, la définition d'un modèle de société, d'un modèle économique? Ça finit par être l'essentiel de la politique économique, effectivement, puisque l'orientation qui est donnée à la Corse depuis de nombreuses années, c'est une orientation majoritairement d'économie de rente touristique. Tant qu'on gardera cette orientation, effectivement, on sera obligé de subir les inconvénients qu'elle présente. Hein, alors qu'une orientation, moi je pense par exemple à Corse Composite, hein, je suis passé, donc j'ai connu, qui est un bel outil, qui a été un outil, une volonté politique nationale, puisqu'on a demandé aux grands avionneurs de se réunir en Corse et de faire un outil en Corse, pensant qu'il ne marcherait pas, mais il a marché. Donc je pense que c'était une économie de production d'un produit à forte valeur ajoutée, et que c'est ce genre de démonstration qu'il faut arriver à reproduire en Corse, et ne pas rester sur un modèle tout tourisme qui est générateur de problèmes qu'on commence déjà à voir, hein, et que les autres îles Baléares, les îles portugaises et Majorque et autres ont pu déjà subir et constater et essayer de y remédier. Donc on peut orienter le modèle vers une économie de production, pas seulement une économie de rente, et installer en Corse des sociétés, d'ailleurs il y en a pas mal qui se créent, mais des sociétés qui produisent quelque chose, qui donnent une valeur ajoutée, qui fassent qu'on ait un produit brut qui ne soit pas seulement lié au tourisme. On voit d'ailleurs que le tourisme est très fluctuant, hein. Il suffit qu'il y ait des conflits dans des pays ou dans des régions, ou qu'il y ait une agitation qui se fasse pour que l'économie touristique soit influencée, des fois de façon très négative. Donc oui, effectivement, le modèle économique peut être à revoir. Ça, c'est effectivement, il vaudrait mieux qu'on donne un vrai travail et qu'on ait une vraie production en Corse. Alors, on l'a par rapport à des produits identitaires. On commence à avoir des démarches assez qualifiantes pour les produits, et pour des AOC, pour des AOP. Mais par contre, c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut ouvrir un champ plus grand à ce niveau-là. Il faudrait qu'on mise davantage sur une économie agricole et revenir à des atouts que nous avons en Corse, qui sont en train d'être délaissés. Notamment parce que la prime européenne a pris le dessus, et elle a coupé les bras à beaucoup de gens qui voulaient travailler, et ça nous pose problème. Il faut avoir, dans l'optique d'une orientation, même sur une orientation purement touristique, il faut se rendre compte aujourd'hui que les ressources en eau s'amenuisent, qu'on accueille 10 fois la population de la Corse dans la saison touristique, et qu'on le voit notamment à travers des déchets, puisque ça augmente la production de déchets en été. Mais on commence à avoir des problèmes de manque d'eau. Et on est dans une île où, finalement, la question de la raréfaction de l'eau, alors qu'on en reçoit beaucoup, hein, puisqu'on reçoit 8 milliards de mètres cubes d'eau, on ne retient que 5%, on n'en reçoit que 5%. Il faudrait que si on s'oriente vers une économie qui veut être durable, qu'on se mette aussi à penser aux éléments naturels, et notamment stocker de l'eau. Alors ça, c'est une démarche, malgré les institutions qui existent, les SAGE, les SDAGE, les assemblées, les réunions. Il semble que cette idée que la Corse va un jour manquer d'eau ne fasse pas son chemin, et qu'on continue à en boire, à en profiter sans se soucier de demain, quoi. Voilà. Donc, dans ce qui est de l'évolution durable de la Corse, il y a aussi, même pour le tourisme, même pour les aides du tourisme,
L'idée qu'il faut s'intéresser aux ressources naturelles. Alors l'énergie, c'est un gros sujet, mais l'eau, c'en est un autre. On élabore effectivement beaucoup de schémas aujourd'hui, mais selon vous, il n'y a pas cette vision sur le long terme. Alors oui, il y a des constats, mais il n'y a pas d'effet à ces constats. Il n'y a pas de prise en compte de ces constats. Donc on dit oui, effectivement, il y a des scientifiques qui nous disent, par exemple, l'étiage en Corse, maintenant, il dure plus de 2 mois, il dure 5 mois. Et ça a produit une diminution des ressources souterraines très importante, et ça va en augmentant. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de construction d'une idée qui consisterait à dire on va créer des ressources nouvelles. On l'évoque, mais il n'y a rien qui se met en œuvre. On parlait de cette politique économique. Vous évoquiez une économie de production avec notamment des entreprises qui pourraient venir s'installer en Corse. C'est un peu le credo de l'ADEC, l'Agence du développement économique de la Corse, qui veut attirer des capitaux, des compétences. Mais où est-ce qu'on place le curseur entre justement cette économie de production avec des entreprises qui pourraient arriver de l'extérieur et un modèle économique qui finalement ensuite pourrait rebasculer dans un modèle aussi libéral? Où est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre? Où est-ce qu'on met le curseur? Alors, en Corse, pour avoir une économie de production, il faut avoir des produits à valeur ajoutée. Alors, les produits à valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'amener un sac de farine pour faire un gâteau et le revendre sur le continent parce qu'on a fait faire 2 transports et ça va coûter cher. Par contre, si on fait venir un produit qu'on va valoriser et qui va repartir à 5 à 6 fois sa valeur en transport, le coût du transport sera, je dirais, gommé. Où est-ce qu'il faut placer le curseur pour les entreprises? Tout simplement, aujourd'hui, nous avons des entreprises qui fournissent des prestations de matières grises. C'est une valeur, c'est une valeur productive, hein, ça peut rentrer dans l'économie, et qu'on peut installer en Corse. Donc, je ne dirais pas qu'on va refaire la Californie, mais on peut attirer de la matière grise, on peut installer des gens qui produisent des logiciels, des développements informatiques, des solutions, pourquoi pas du télétravail, tout ce qui permet de travailler peut-être en déporté. Voilà ce qu'il faut installer. Hein. Il ne s'agit pas de faire la construction navale ou faire des productions comme ça sur lesquelles on serait plus rentable. Même la France, même l'Europe n'est plus rentable. Par contre, sur la matière grise, oui, je pense qu'il y a de quoi installer de la matière grise et continuer à développer le qualitatif au niveau des productions locales insulaires. Il y avait le PADUC aussi, il y a toujours le PADUC d'ailleurs, qui était censé être un document de programmation. Oui. Aussi, on a l'impression qu'aujourd'hui il est un peu oublié, même s'il a été renforcé par certains textes de loi, mais plus dans le domaine de l'urbanisme et dans le domaine de l'immobilier. Mais du point de vue d'un document de programmation politique aujourd'hui... Alors, oui, effectivement, il y a un PADUC. Il y a un PADUC entre le PADUC, donc il y a un document de programmation et de développement. Il y a peut-être des manques, parce qu'on passe d'un PADUC finalement à des PLU ou des cartes communales. Et il y a un document de programmation intermédiaire qui m'a l'air de manquer beaucoup au niveau des grosses agglomérations. C'est le SCOT, donc c'est des documents d'aménagement régionaux, micro-régionaux, je dirais, Grand Ajaccio, Grand Bastia. Et ce sont des documents qui permettent de définir le rôle de chaque collectivité et de mettre en commun les investissements qui sont à réaliser pour éviter les doublons et en fait pour avoir une meilleure efficacité économique avec le peu de subventions ou de moyens dont disposent les collectivités. Donc ce niveau de pertinence-là, il a été éludé. On est en Corse parmi les gens les derniers qui n'auront pas mis en place ce niveau de réflexion et d'aménagement du territoire, qui fait que on se retrouve par exemple avec des zones commerciales intenses sur des petites communes qui ne l'avaient pas souhaité et qui les voyaient venir presque comme une explosion, et des communes centrales qui se retrouvent dépeuplées au niveau du commerce parce qu'elles n'ont pas anticipé cette répartition d'activité sur le territoire qu'on peut avoir entre le PADUC et le PLU et qui s'appelle un SCOT. Voilà, donc ça c'est une des dispositions que nous prêchons au niveau de l'aménagement parce que elle donne une photo plus fine du territoire. Le PADUC c'est un grand document, c'est des grandes lignes. À part les ESA, les espaces stratégiques agricoles qui posent souci dans quelques communes
parce que leur établissement relève de documents assez anciens qui sont peut-être plus à jour et qui ont posé quelques problèmes au niveau de l'authenticité de la valeur des terres agricoles. Pour le reste, il manque cette strate de réflexion intermédiaire et sans laquelle le PADUC en fait n'a pas de traduction vraiment directe. Merci beaucoup Jean-Nicolas Antoniotti, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie, une émission que vous pourrez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À très bientôt. Merci, à bientôt.